Bonjour, bonjour. Est-ce que tout le monde est bien installé? Ça a l'air. C'est lancé? Nickel. Eh bien, bonjour, bonsoir à tous. Ça dépend de votre façon de compter le temps. En tout cas, nous sommes là pour une réunion publique. Donc, du coup, avec Laurent Sorel et Cécile Canu qui se présenteront juste après. Et nous allons parler de la langue comme instrument de domination et de rejet, notamment autour de l'exemple des MNA, donc des mineurs non accompagnés. Et je vais peut-être vous demander de vous présenter tout de suite, en commençant par toi, Cécile. Bonsoir à tout le monde. Je suis sociolinguiste. On dit en France sociolinguiste. Aux États-Unis, on est anthropologue du langage. Enfin, peu importe les étiquettes. Je travaille sur les questions justement de langage et pouvoir. Et j'ai travaillé longtemps. Donc, je vais vous parler, entre autres, plutôt de ces questions-là au Mali autour de la notion d'imaginaire linguistique et d'idéologie. Et puis après, quelque chose qui est devenu un peu idéologie linguistique. Et donc, j'ai travaillé longtemps sur ces questions-là au Mali. Ensuite, j'ai travaillé dans le cadre des migrations sud-sud avec des personnes, alors pas forcément des mineurs non accompagnés. Je suis un peu moins spécialiste de ce sujet-là. Laurent l'est plus que moi. Mais par contre, sur les questions de migration et langage, dans le cadre d'un gros projet qui s'appelait La migration prise au mot, qui a duré 5 ans et au sein duquel on était une équipe de 20 et on a travaillé toutes ces questions. Donc voilà un peu pourquoi je suis là et d'où je pars pour parler. Voilà, Laurent, je te... Merci, bonsoir à tout le monde. Alors moi je suis conseiller de Paris, France Insoumise, élu ici dans le 20e. Donc j'en profite pour souhaiter la bienvenue à celles et ceux qui ne sont pas du 20e. Et j'en profite aussi pour remercier au Seine du café Le Lieu-dit qui nous accueille et qui est un café très connu dans les milieux militants au-delà du 20e, dirons-nous. Donc pour préciser un peu, je ne suis pas seulement élu, il se trouve que je ne suis pas né à Paris. Je suis né de l'autre côté de l'Atlantique, en Martinique, le pays d'Aimé Césaire, de Frantz Fanon, de Chamoiseau, de Glissant. Ce sont des noms que je ne lance pas comme ça par hasard, parce qu'on en parlera peut-être dans le cours du débat. Et je suis arrivé en France métropolitaine pour mes études. Donc j'ai grandi là-bas. Voilà. J'aurai l'occasion évidemment de parler de mon rapport à la langue notamment. Mais en tant qu'élu ici, je suis pas mal impliqué en solidarité avec les luttes de solidarité pour le coup avec les MNA, donc les mineurs non accompagnés, c'est le nom officiel, mais ce sont des mineurs isolés, étrangers, qui se retrouvent à Paris, souvent à camper, et qui sont harcelés par la police et qui malheureusement ne sont pas hébergés et sont ballottés, on va dire, de campement en campement. Et sont victimes aussi des dissensions et des tensions entre la ville de Paris et l'État. Voilà, j'en dis pas trop pour pas spoiler, mais bah, écoutez, bienvenue. Et donc pour finir, moi c'est Monte de Linguisticae, c'est moi qui animerai du coup cette réunion publique. Et moi je suis vidéaste, je fais des vidéos sur internet, voilà, pour le dire assez simplement. Avant de cadrer le sujet, qui du coup est quand même la langue en tant qu'instrument de domination et de rejet, peut-être qu'il faudrait définir ce qu'est la langue et aussi surtout ce qu'est la position en fait de la langue française en France, notre rapport à la norme. Et je sais que tu as beaucoup travaillé et écrit sur ce sujet. Et est-ce que tu pourrais, je sais que c'est difficile, hein, de résumer malgré tout un peu cette position et qu'est-ce que ça implique en rapport avec le sujet actuel? Alors oui, je vais essayer parce que c'est... j'ai des étudiants qui sont ici, ils me connaissent. Quand je commence à parler, ça peut durer longtemps, donc je vais vraiment essayer de résumer. Parce que c'est un sujet très complexe qui varie selon les lieux déjà. Et bon, on va commencer par la France, évidemment. La langue française est déjà, on pourrait dire pour commencer, n'est pas une réalité objective au sens où elle n'existe pas en tant que telle naturellement. Elle a été construite. Donc ça, c'est une première chose. La langue française est une construction qui s'est alors vraiment qui a duré
qui s'est réalisé sur plusieurs siècles et qui, d'une part, c'est donc homogénéisé, a été homogénéisé par des personnes, donc des personnes très diverses, des gens qui, au cours des siècles, se sont intéressés à cette question pour faire que la nation, je vais très vite, hein, mais c'est juste un résumé, pour que la nation et la langue soient mises en regard et soient constituées en même temps afin de réaliser ce qui serait une communauté linguistique qui parlerait la même langue et qui parlerait de la même façon. Et en plus de la langue, qui s'est ainsi inventée, mais comme ailleurs, hein, la France n'est pas la seule à avoir réalisé ça, mais la France est quand même, c'est quand même le pays où cette question de la construction linguistique a été très très importante parce qu'elle est passée par des formes aussi littéraires, par des écrivains qui se sont intéressés à cette question. Et donc, en France, elle va être doublée, et là, c'est vraiment une spécificité française, de la norme. C'est-à-dire qu'en plus de l'invention de cette langue, c'est-à-dire de faire en sorte qu'il y ait une langue pour une nation, pour une communauté, avec une identité, alors c'est toute la construction identitaire qui s'est réalisée, qui n'est pas un fait du réel, mais qui est une véritable construction. On a eu la norme qui est un deuxième élément, c'est-à-dire une manière de parler cette langue qui serait commune à tous et qui n'aurait et qui en plus, qui n'aurait qu'une forme, mais en plus qui serait constitutive d'une manière d'être, de se comporter. C'est-à-dire que bien parler dans la construction de cette norme, c'est se référer à une certaine manière de parler qui serait donc celle qui est prescrite à l'école, par exemple, que vous connaissez, que tout le monde a connu quand on a été à l'école, mais que tout le monde ne connaît pas quand on n'a pas justement été à l'école ou qu'on n'a pas eu accès à l'écrit, par exemple, puisque ça va passer par l'écriture. Donc ça va constituer un nouvel ensemble de pratiques prescrites qui vont dominer à ce moment-là. Alors là, quand je dis à ce moment-là, ça va être à partir du moment où l'école va devenir obligatoire et que ça va se généraliser sur tout le pays. Mais on voit bien que d'emblée, cette question de la langue, elle n'est jamais mise en perspective. Par exemple, vous n'avez jamais d'enseignement de cette construction, de cette invention de la langue à l'école. Il n'y a aucun cours là-dessus. Donc on voit bien qu'il y a un implicite qui est derrière, qui est que déjà, la langue, c'est ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon, la naturalisation de la langue. La langue est mise en scène, on va dire, politiquement, pour qu'à aucun moment on puisse questionner sur cette puissance de la norme, de la langue et de la norme, comme un élément à atteindre par tout enfant, comme une espèce d'idéal, d'idéal de la langue idéale, qui serait le summum de l'appartenance à la communauté française. Bon, alors, tout ça sont des idéologies linguistiques qui se sont constituées au cours du temps et qui sont toujours d'actualité. Alors après, je ne sais pas si je continue parce que après, si on passe à la colonisation, ça va entraîner mais peut-être ça peut venir après, cette question-là. Ouais. Parce qu'après, évidemment, la question, c'est comment cette langue va être importée ailleurs sous cette forme-là et quels sont les effets. Et ensuite, comment ça va revenir en France avec la question de la migration. Donc il y a tout un mouvement, mais je laisse le suspense pour la suite. Donc Laurent, toi tu disais que tu viens de Martinique, puisqu'effectivement il y a aussi une réalité linguistique en France, des réalités linguistiques, c'est qu'il existe d'autres langues parlées sur le territoire, d'autres manières de parler le français déjà, et également d'autres langues qu'on pourrait qualifier de locales, régionales, ou même d'ailleurs des langues de migration. Laurent, tu as grandi dans un territoire qui, malgré tout, est pour une bonne partie, on pourrait dire, créolophone, je ne sais pas si c'est le terme adéquat, en tout cas où le créole martiniquais est parlé. Et j'aimerais que tu nous dises peut-être ton rapport personnel, toi, à finalement cette vie qui est une vie où plusieurs langues se côtoient, ou en tout cas plusieurs définitions aussi de la langue française peuvent se côtoyer. Donc, oui, effectivement, si je suis ici et si je parle français, c'est parce que la France est arrivée en Martinique et a colonisé cette terre, a éradiqué les anciens habitants, et donc les Caraïbes, et a apporté
des Africains réduits en esclavage pour cultiver la terre, notamment pour produire du sucre. Et voilà pourquoi je me retrouve ici, parlant français avec vous, à Paris, qui est évidemment la capitale du pays qui a colonisé la Martinique, et la Martinique étant aujourd'hui française, en tout cas la dernière fois que j'ai vérifié mes papiers, c'est bien ça qui est marqué dessus, et un pays évidemment où on ne parle pas que français. Alors je vous rassure, hein, c'est l'école de la République, donc on apprend la même chose que vous ici, parfois un peu trop d'ailleurs. Mais on est dans un pays, effectivement, où les gens parlent créole et parlent français. Avec un rapport compliqué à la langue, effectivement, à la langue française que je parle ici. Et j'ai envie de commencer par un extrait d'un poème d'un poète de la négritude, Léon Gontran Damas, que j'aime beaucoup et qui explique très bien, à mon sens, le rapport un peu conflictuel qu'on peut avoir avec la langue française. Donc c'est un extrait d'un poème qui s'appelle Ok, donc c'est dans Pigment Névralgie. Et c'est ma mère voulant d'un fils mémorandum. Si votre leçon d'histoire n'est pas sue, vous n'irez pas à la messe dimanche avec vos effets de dimanche. Cet enfant sera la honte de notre nom, cet enfant sera notre nom de Dieu. Vous ai-je dit ou non qu'il vous fallait parler français, le français de France, le français du français, le français français. Vous comprenez bien le rapport conflictuel que des enfants... Alors il se trouve que Léon Gontran Damas, il termine son poème par les mulâtres ne font pas ça, laissez donc ça aux nègres. Les mulâtres, évidemment, ce sont des gens qui sont un peu plus clairs de peau, et qui sont donc plutôt classe moyenne, et avec ce mépris à la fois de race et de classe qui s'exprime contre le nègre, qui parle créole, qui ne sait pas parler français, donc qui n'a pas accès à la civilisation. Et évidemment, les parents, nos parents, parce que moi je suis plutôt de classe moyenne, je vais vous raconter ma vie, je vais m'arrêter là, je ne vais pas vous raconter toute ma vie, mais je suis plutôt classe moyenne, et donc ce rapport à la langue, c'est le français, c'est la langue qui permet de réussir à l'école, qui va nous permettre de partir faire des études en France métropolitaine, donc je me retrouve ici, vous voyez, c'est donc que je parle bien français, sinon je serais resté là-bas. Non, en fait, il y a des Antillais ici, pour d'autres raisons, qui parlent français, créole, et qui n'ont pas forcément eu de bonnes notes à l'école. Mais voilà, c'est aussi l'histoire d'un rapport très conflictuel à la langue, et un rapport conflictuel à la France, en fait. Parce que je ne vais pas trop en rajouter, mais il y a un rapport très particulier entre la France et la République. Est-ce que tu parles créole toi-même? C'est une question que... Je parle un peu créole, oui, mais alors je comprends parfaitement. Je ne suis pas parfaitement parce que je parle créole, mais je ne suis pas autant créolophone que d'autres parce que justement, malheureusement, alors pour tout vous dire, hein, mes parents parlaient, quand j'étais petit, mes parents parlaient créole avec les adultes. Mais moi, je n'avais pas le droit de leur parler créole. Et je ne veux pas dire du mal de mes parents, je ne suis pas là, et puis je les aime beaucoup, donc ce n'est pas la question, en fait. Mais c'est un rapport particulier parce qu'il fallait que je parle parfaitement le français. Et souvent, nous, on mélange, c'est-à-dire on passe du créole au français, et donc on créolise le français. Et il fallait aussi parler bien français, le français français, le français du français, le français de France. Voilà. Je voudrais juste rajouter, parce que quand tu dis je ne vais pas dire du mal de mes parents, en fait, c'est quelque chose qu'on retrouve partout, qui n'est pas, qui est très présent Martinique, à La Réunion, etc., mais qui est aussi présent pour des enfants ici qui n'ont jamais parlé l'arabe ou le bambara ou d'autres langues, contrairement à des enfants dont les parents sont anglophones ou germanophones. Et c'est pas une question de culpabilité, hein, c'est pas du tout une question de responsabilité des parents, c'est vraiment comment les idéologies vont jouer sans cesse et imposer aux parents cette peur que leurs enfants ne réussissent pas et qu'ils ne parlent pas bien le français
des enseignants qui... Alors ici, en France métropole, on a vraiment des enseignants qui demandent même parfois aux parents de ne pas parler leur langue aux enfants. Je l'ai vu, moi, pour le Bambara avec une femme. Donc, il y a aussi un ensemble de discours permanents sur certaines langues, touchant certaines manières de parler, touchant les créoles. Ça a été... Et c'était pire pour les filles encore, parce que les filles, alors, elles n'avaient pas du tout de... Enfin, moi, j'ai eu beaucoup d'étudiantes qui expliquaient ça. Mais c'est vraiment une question de traverser des idéologies que tout le monde s'approprie, dont on est tous imprégnés, hein, c'est pas, et qui vont rejaillir sur l'éducation, sur. Donc c'est bon, il n'y a pas de faute à mettre sur quelque chose, mais s'il y avait à mettre la faute sur quelqu'un, c'est bien sûr l'ensemble de ces dispositifs politiques qui se sont mis en place au cours des siècles pour que les gens. Bah, en France, on a eu la même chose avec les Bretons, les Basques, etc., au point que les gens se sentent honteux de parler, que leurs enfants parlent la langue. Donc c'est bon, je voulais juste. Et tout ça, ça pose une question quand même sur la valeur qu'on accorde aux langues et au prestige qu'on pourrait leur accorder, etc. Si Laurent avait grandi dans un foyer anglophone, probablement qu'il parlerait anglais et français aujourd'hui. Parce qu'on n'accorde pas la même valeur en France, par exemple, à l'anglais, qui est une langue aujourd'hui dominante, et le créole de Martinique, quand bien même il ferait partie du territoire, d'un des territoires nationaux de la République française. Est-ce que tu peux, je sais aussi que tu as écrit sur le sujet, est-ce que tu peux nous parler justement de cette valeur, en fait, la question vraiment de la valeur de la langue? Alors c'est dans le droit fil de ce que je évoquais tout de suite, ce sont des questions historiques, de discours. Ça, on l'a beaucoup étudié, ces questions-là, à travers l'évolution des discours et l'appropriation des discours. Alors je vais prendre un exemple, parce qu'il est assez simple, parce qu'il y a des textes vraiment précis. C'est l'exemple de Senghor. Bon, c'est un petit clin d'œil au Sénégal. En plus, avant-hier, ils ont élu un nouveau président. Mais Senghor, par exemple, Léopold Sédar Senghor, donc premier président du Sénégal, a écrit beaucoup de textes. Et on voit bien comment la valeur, donc pour reprendre ce que tu évoquais, la valeur qui a été attribuée à certaines langues, donc c'est toujours les langues européennes qui vont être donc les langues considérées comme plus riches, les langues de l'abstraction, les langues qui permettent de penser, sont opposées, pour être schématique, mais enfin ça revient quand même très souvent, aux langues africaines, qui sont considérées comme les langues de l'intimité, du foyer, de la chaleur, et du coup, plus du tout de l'abstraction, mais des aspects concrets de la vie. On ne peut pas penser, alors pour lui c'était en sérère, en wolof, etc. Mais on va retrouver ce schème en fait qui vient tout droit de plusieurs auteurs en Allemagne et en France, mais beaucoup en France au moment de la constitution des discours visant à diviser les vraies langues, celles qui seraient considérées comme des langues dignes de ce nom, et les mauvaises. Donc on va avoir des termes qui vont être immédiatement aussi accolés à ça, c'est langue et dialecte. Combien de fois, si vous dites que vous travaillez sur les langues africaines, moi c'est tous les jours, je dis ça, on me dit ah oui, sur les dialectes, etc. Et on continue, mais encore il n'y a pas longtemps, je sais plus, il y a eu encore dans un journal, ou je sais plus, un article qui reprenait toujours, c'était à propos d'Aya Nakamura, qu'elle parlait dans des dialectes, etc. Mais bon, non, on a dit qu'on ne parlerait pas de ça. Mais ils font tout pour nous faire parler d'Aya Nakamura, donc en fait, on pourra en parler, mais c'est pas forcément. Bon, alors, donc juste pour cette histoire des valeurs, c'est-à-dire que la notion de la hiérarchie entre des vraies langues, qui sont donc des langues écrites, qui sont des langues européennes, elles ont même été justifiées scientifiquement par des linguistes qui parlent des langues. Nous, on a les langues flexionnelles, et puis les autres, ils ont soit agglutinantes, soit isolantes, voilà, etc. Et donc, on va avoir toujours ces différentes valeurs qui sont en fait des valeurs politiques qui vont être attribuées à ces langues, ce qui va permettre de les opposer. Et après, on va chercher dans les langues des preuves que elles sont bien moins bien. Elles sont bien moins bien, oui. Elles sont
faibles ou pauvres parce que, je sais pas, elles n'auront pas de dialecte ou elles n'auront pas d'articles, etc. Ce sont que des dialectes. Alors après, quand on voit le tamashek, puisqu'on a un ami tamashek ici, quand on voit le tamashek, ah oui, là quand même, le tamashek, ils ont des articles. Alors on va considérer que ce sont des langues quand même un peu moins primitives, parce qu'on a ces termes-là qui sont à l'époque utilisés que les langues comme le bambara au Mali, etc. Donc ces valeurs, elles sont liées à des discours qui, en amont, vont construire leurs oppositions, la hiérarchisation, à des fins ensuite diverses, mais notamment à des fins de valorisation, par exemple de la langue française pendant la colonisation, de dévalorisation de tout ce qui va être considéré comme des langues primitives, on retrouve tous ces termes, les langues des sauvages, et c'est donc en parallèle avec toute la politique racialisante, de racialisation, qui opère. Donc on a vraiment exactement les choses les valeurs qui suivent les différentes manières de faire la politique en Afrique, pour ce qui est de l'Afrique dite francophone à l'époque, et qui était donc coloniale. Bon, ouais, je parle peut-être un peu trop. Je voulais ajouter un truc par rapport à Senghor, puisque effectivement, l'histoire quand même, c'est que tout à l'heure, je disais que Léon Gontran Damas était un poète de la négritude. Senghor, Césaire, tout ça, c'est effectivement, ça fait partie d'une génération qui a travaillé le rapport à l'identité, à la négritude. Et Senghor disait une phrase que je trouve horrible et qui me fait faire des cauchemars jusqu'à maintenant, qui disait la raison est hélène et l'émotion est nègre. Et je pense que pour lui, effectivement, le français, c'est la langue de la raison, de l'abstraction, et les langues africaines, le créole, ça doit être des langues de l'émotion. Alors qu'elles sont l'une et l'autre. Chaque langue, d'ailleurs, est l'une et l'autre, ou alors c'est nier. Alors évidemment, il ne voulait pas mal faire, mais il a mal dit, on va dire. Voilà. Donc ça, c'est un problème sur Senghor, mais on n'est pas là non plus pour dire du mal des Africains. Il faut dire aussi du mal de celles et ceux qui, à un moment donné, sont arrivés sur des terres et ont colonisé, ont réduit en esclavage et sont responsables, au final, de cette situation d'acculturation, cette situation finalement où il y a des peuples qui se retrouvent minorisés, exploités, et puis il y a des gens qui se retrouvent dans ce pays et qu'on méprise parce qu'ils ne parlent pas bien la langue de la raison. J'ai pas fini, effectivement, sur Senghor, merci. C'est juste que, voilà, tout ce qu'il a évoqué, encore une fois, c'est pas par rapport à une personne, c'est pas pour le critiquer, c'est juste pour montrer comment ces discours, depuis le XVIIe siècle, vont traverser et être réappropriés. Parce que l'intérêt, c'est de voir comment nous, on se réapproprie ces idéologies sans le vouloir très souvent, et comment, du coup, c'est intéressant d'essayer de voir quel jeu on peut avoir avec ça. Bon, on le fait tous, plus ou moins, et donc c'est pas Senghor en tant que tel, c'est parce qu'il a écrit. Donc voilà, ce que tu as cité est vraiment très clair là-dessus. Mais c'est vraiment important de voir comment ça circule, en fait, comment ces discours circulent, et pourquoi un instit aujourd'hui ou une instit va empêcher un enfant de parler sa langue avec ses parents. Parce que c'est vraiment puissant. Les effets des imaginaires linguistiques, justement, de comment on va se réapproprier ça, sont effectivement très importants. Et avec les MN1, c'est pareil. Et du coup, je vais quand même prolonger sur ce sujet, parce que par exemple, dans ton livre Provincialiser la langue, il y a un moment où je crois que c'est le bambara est considéré comme une langue qui est bonne pour chanter ou pour cuisiner, c'est celle-ci. Là où le français serait justement la langue de l'ascension sociale. Et j'aimerais peut-être que tu nous parles, dans le cas du Mali où tu as travaillé, c'est quoi en fait la survivance de ce genre de discours aujourd'hui, et à quel point ce discours existe ou pas encore en fait aujourd'hui là-bas? Ouais. Alors oui, le directeur, un moment quand je faisais des enquêtes, puisqu'à l'époque, c'était quand même il y a 20-30 ans, on faisait encore des enquêtes sociolinguistiques un peu classiques, donc on discutait avec les gens, on posait des questions. Et donc oui, il y a un directeur d'école qui m'avait dit, oui, mais le bambara, c'est bon pour faire la cuisine et danser, mais c'est pas une vraie langue. Et lui, il enseignait le français. Mais ça, c'est des discours qu'on pouvait trouver, alors essentiellement par... toujours de la même façon, par imprégnation, et c'était pas, la personne n'avait pas l'impression d'insulter les locuteurs de lui-même, il parlait bambara, mais
c'était quelque chose de fréquent. Alors, l'intérêt, en fait, et ce qui est assez intéressant, enfin ce qui est assez puissant au Mali, puisque moi je connais surtout le Mali, mais c'est quand même des choses qu'on retrouve que des collègues ont montré ailleurs, c'est que justement, ces discours, ils ne touchent que les enseignants, en gros, pour aller vite, ou des fonctionnaires, mais ils ne touchent pas du tout les gens au quotidien. Pourquoi? Parce que, à part à l'école où le français est présent et il faut apprendre le français, déjà l'école est en mauvais état au Mali, et en plus dans la vie quotidienne, il y a, alors c'est le Wolof pour le Sénégal, c'est le Bambara au Mali, en tout cas pour le Mali du Sud, et puis après il y a d'autres langues jusqu'au nord, mais les personnes ne cessent de parler une pluralité de langues, enfin il faudrait déplier tout ça parce que c'est très complexe, mais un gamin peut passer, aller au marché, parler en peul, aller parler avec son père en sorail, ou parler avec sa femme en tamashek, ou etc. Enfin, on peut avoir toutes sortes de variations. Et ça, c'est la preuve que ces discours n'ont pas du tout, de manière générale, on va dire, transformé les rapports au langage. L'hétérogénéité constitutive des pratiques langagières, elle reste. Elle est restée, et tant mieux. Par contre, les discours visant à proposer cet idéal d'une langue égale une nation, etc., bah, ça ne marche pas au Mali. On en est, même si on garde que le chiffre officiel, à 13 langues. Alors qu'ils sont devenus langues de travail. Là, ils viennent de changer la constitution, hein, comme au Niger, enfin comme au Burkina. Donc, il y avait le français langue officielle et 13 langues nationales au Mali. Et là, depuis le coup d'État, la constitution a été changée et le français est passé langue de travail. Donc là, il y a un vrai infléchissement, non pas dans les faits, parce que dans les faits, c'était la langue de travail, mais par contre, symboliquement, c'est hyper puissant parce que ça veut dire que là, le rapport au français, à la francophonie, il tombe. La langue reste, ben oui, la langue des... Ça fait 30 ans, enfin, moi depuis que je vais au Mali, que les langues, au moins 4 des langues du Mali sont insérées dans les programmes scolaires. Ça n'a jamais été généralisé comme on l'espérait, mais là, ça va peut-être se faire, du coup, je pense, de manière plus rapide. Et donc, les 13 langues sont devenues des langues officielles. Les 13 langues dites nationales sont devenues officielles. Donc ça, c'est un changement radical. Du coup, je m'éloigne de ta question. Mais, mais c'est important parce que, de fait, ça veut dire que ces idéologies, elles restent présentes. Mais là, on voit bien qu'il y a un tournant en ce moment en Afrique de l'Ouest qui est clair, en tout cas pour le Mali, Niger et Burkina, où le rapport justement en français est en train de changer. Mais pourquoi? Tout simplement, ça suit toujours le rapport politique là à la France, tout simplement. Et de fait, la langue n'est jamais détachable de l'ensemble des questions politiques qui sont en cours dans un pays ou dans un groupe, etc. Donc voilà ce qu'on peut dire un peu pour ces discours-là, c'est-à-dire que ce directeur, pour finir, peut-être qu'aujourd'hui il ne le dirait plus, je ne sais pas. Peut-être que les choses changent parce que les idéologies, elles bougent aussi, heureusement, elles ne sont pas figées et elles ne cessent de se transformer. On a vu des discours de personnes âgées au Mali qu'on n'aurait jamais cru, contre le français, contre la francophonie. Moi, j'avais écrit un article il y a, je sais plus, une quinzaine d'années, c'était « Ah bah, la francophonie », c'est la première fois que j'entendais une personne au Mali publiquement dire « Ah bah, la francophonie », c'était Mohamed Tabouret. Mais là, aujourd'hui, c'est toute une génération qui se met à vraiment dire que oui, c'était la langue de la colonisation et que oui, nos langues sont très importantes et qu'on les parle tout le temps et qu'il n'y a pas de raison. Voilà. Ça me permet de faire une transition complexe vers le sujet des MNA, puisque j'ai regardé les chiffres ministériels du coup, de ce qu'il y avait concernant donc, les mineurs non accompagnés. Pour 2 tiers, apparemment, ce serait Côte d'Ivoire, Guinée, Tunisie, Mali en France, donc la moitié sur les 2 premiers pays, qui sont quand même 4 pays qui ont cette histoire commune de la colonisation française. Et moi, je me posais la question de est-ce que c'est un hasard quand même malgré tout? Est-ce que ça, toi, dans ton expérience des MNA, est-ce que ça correspond en tout cas à ces statistiques ministérielles? C'est par ce même mouvement que, d'une certaine manière, je me retrouve ici. Alors, sauf que moi, j'ai des papiers, évidemment.
Mais je crois que oui, les rapports, c'est entre 15 et 16% venant du Mali, 15 et 16, enfin Niger et Côte d'Ivoire. Et après, il doit y avoir l'Algérie, je crois. Et puis, ouais, voilà. Il y a quelques jeunes mineurs non accompagnés afghans. Je crois que c'est autour de 6-7%. Et puis, il doit y avoir aussi le Bangladesh à 6%. Donc voilà, ça veut dire qu'évidemment, ce n'est pas un hasard si des jeunes qui ont un rapport à la langue, ils voient à peu près ce que c'est que le français, et ils parlent un peu français, plus ou moins bien, se retrouvent en France, parce qu'ici, justement, ils se disent que ce sera plus facile. Ce sera plus facile peut-être un peu plus par la langue, je ne sais pas si c'est vraiment plus facile, vu le gouvernement qu'on a et vu les pratiques de la police française. Mais j'ai envie de commencer par une petite anecdote quand même sur les mobilisations MNA. Il se trouve que il y a eu, donc on est dans le 20e, dans le 20e il y a un parc qu'on appelle le parc de Belleville, et il y a eu un gros campement de jeunes mineurs non accompagnés à l'hiver dernier, et que ce parc a été évacué à un moment donné, et il y a eu donc des mobilisations des collectifs qui se sont mobilisés avec un rapport à la mairie de Paris, à la mairie d'arrondissement, on va dire un peu conflictuel. Et on s'est retrouvé à un moment avec des jeunes au sein de la mairie du 20e, lors des vœux du maire, qui ont fait un peu de grabuge dans la salle des fêtes, qui se sont invités aux vœux, donc, et qui ont manifesté leur mécontentement de se retrouver à la rue et balloter de campement en campement et de centre d'hébergement en centre d'hébergement. Eh bien, figurez-vous qu'on a fait une réunion de concertation avec eux dans la salle du conseil d'arrondissement. Donc imaginez le conseil d'arrondissement où je siège en tant que conseiller d'arrondissement, donc avec des micros, des écrans, et ces jeunes s'exprimaient donc en français, avec le maire et ses représentants qui étaient à leur place, hein, à la place de l'exécutif. Et moi, je faisais partie de ce conseil un peu particulier. Et donc, effectivement, le fait que ces jeunes-là parlent et maîtrisent à peu près les codes du français, certains la maîtrisant très bien d'ailleurs, facilite ce genre de rapport et ce genre de mobilisation. Voilà, donc ça c'est une petite anecdote qui montre un peu pourquoi, évidemment, ça aurait été plus compliqué si c'était des jeunes Afghans, par exemple, ou des jeunes du Bangladesh. Ce genre d'exercice aurait été plus complexe. Et donc ton expérience, c'est que majoritairement, quand même, les MNA à Paris, qui est une ville que j'avoue je connais très mal en réalité, sont plutôt du coup des MNA francophones. Ils sont insérés, ils sont scolarisés, ils sont, à part leurs défauts de papier, je veux dire que. Alors, normalement, la Convention internationale relative aux droits de l'enfant exige que des mineurs ou des présumés mineurs qui arrivent dans ce pays soient pris en charge et aient accès, au même titre que tous les autres mineurs, à l'enseignement, à l'éducation, à la formation. Ça, c'est la théorie, hein, c'est comme liberté, égalité, fraternité sur le fronton des bâtiments de notre pays. Mais malheureusement, dans la vraie vie, ça ne se passe pas comme ça. Parce qu'on a un gouvernement qui fait tout, justement, pour que ces mineurs n'aient pas accès à leurs droits. Parce qu'il faut savoir que pour être reconnu mineur dans ce pays, il y a un parcours du combattant où, entre-temps, enfin déjà, il faut arriver ici, donc traverser la Méditerranée, enfin traverser une partie de l'Afrique, le désert, la Libye, parfois traverser la Méditerranée. Une fois qu'ils sont arrivés ici, ils n'ont fait que la moitié du chemin, j'ai envie de dire, parce que l'autre moitié, c'est se confronter à la police française, à la justice, à l'administration française, au mépris de ce gouvernement, et aussi ils sont ballottés aussi entre les collectivités locales et l'État. Malheureusement, le département, donc en France, le département est censé, l'aide sociale à l'enfance, prend en charge donc les mineurs une fois qu'ils sont reconnus officiellement. Le problème, c'est que pour qu'ils soient reconnus, ça passe par un certain nombre d'entretiens, des entretiens qui sont souvent bâclés, et qui fait que ces jeunes se retrouvent, quand ils font appel, dans une situation un peu, enfin, dans une zone grise où ils ne sont pas expulsables, mais ils ne sont pas non plus, personne ne veut les prendre en charge. C'est-à-dire l'État refuse de les prendre en charge,
et les collectivités locales, donc à Paris, hein, c'est ville et département à la fois, donc se renvoient la balle en disant « Ah non, tant qu'ils ne sont pas reconnus mineurs, officiellement, donc par une cour d'appel, par un juge, ce n'est pas à nous de le prendre en charge. » Or, l'État, l'État c'est Darmanin, Macron, enfin je ne vous fais pas un dessin, hein. L'État évidemment ne veut pas en entendre parler, l'État refuse, donc nous, écoutez, désolé. Donc il y a eu des mobilisations, il y a eu des occupations, et la ville a bien été obligée de prendre ses responsabilités. Il y a un certain nombre de mineurs non accompagnés qui sont aujourd'hui dans des gymnases, qui sont aujourd'hui dans un certain nombre de bâtiments, mais tout ça, c'est du fait de leur mobilisation et du fait des mobilisations des militants et des militantes. Donc c'est pas, à un moment donné, les collectivités qui se sont dit « Ah bah oui, on va quand même les accueillir parce que c'est scandaleux ce que fait l'État. » Bon, vous avez compris, hein, je suis élu à la ville, mais je ne suis pas forcément de la majorité municipale au cas où. Hein, voilà. Donc voilà, on est dans une situation un peu particulière où ces jeunes... il y a un rapport de l'UNICEF qui disait que les jeunes, enfin il faut imaginer, hein, il y en a beaucoup qui lorsqu'ils finissent par être reconnus mineurs, pour certains d'entre eux, finalement entre-temps, ils ont perdu du temps parce qu'ils n'ont pas pu être à l'école, alors que c'était un droit. Ils n'ont pas pu d'ailleurs apprendre le français, parce que dans ce pays, le français, langue d'intégration, est une condition sine qua non de l'intégration. Et ce sont des jeunes qui ont perdu parfois 3 ans de scolarité, des mois de formation, et risquent de se retrouver majeurs dans une situation où ils seront expulsables. Et donc c'est évidemment, ce n'est pas un hasard, c'est la volonté de l'État de les mettre dans cette situation. Donc voilà le problème aujourd'hui devant lequel se retrouvent les MNA. Et voilà en fait en tant que... Alors je tiens à dire que c'est assez étrange, mais bon, c'est comme ça qu'on le fait. Mais j'aurais aimé, mais on ne l'a pas fait comme ça, mais qu'il y en ait qui soient présents ici, parce qu'il n'y a pas mieux qu'eux, finalement, pour exprimer en leur nom comment ils voient les choses, leur rapport à la langue, leur rapport à l'administration française, leur rapport à la police française. Voilà. Mais, et pour eux, pour le coup, je ne sais pas si je saute un peu les étapes, mais leur premier rapport aux Français, c'est finalement... le policier qui va les injurier en français. Ils vont apprendre les gros mots et le français, enfin les termes racistes, avant de connaître les formules de politesse. Voilà. Est-ce que tu as travaillé sur les MNA, tout précisément ou... Donc moi, comme je disais au début, je n'ai jamais travaillé directement avec des MNA. J'ai travaillé avec des personnes qui étaient dans des situations de rapport aux Français de même type, mais adultes. Par contre, j'ai une ancienne étudiante qui est doctorante maintenant, qui s'appelle Annabelle Cara, qui était professeure de français dans ce qu'on appelle les UP2A. Je sais pas si, oui, je pense que là, il y a beaucoup de gens qui connaissent bien la question. Et donc, je voulais rendre compte un petit peu de son travail parce que c'est vraiment très intéressant. Ça continue, en fait, c'est un peu la suite de ce que tu viens d'évoquer. C'est-à-dire une fois qu'ils sont dans les classes, donc certains ici, vous avez peut-être, vous connaissez la situation, ils sont presque souvent à 17, 18 ans parce qu'ils ont été, comme tu viens de l'expliquer, mis en attente et que finalement ils arrivent dans les classes assez tardivement. Et qu'en plus, alors il y a toute cette pression, cette angoisse, parce qu'à 18 ans, ils sont expulsables, comme tu as dit. Donc, tout d'un coup, en plein milieu d'année, un gamin va partir, va arrêter l'école, parce que il faut absolument, si je me souviens bien, aussi avoir un stage ou un contrat d'embauche pour pouvoir ensuite être sorti d'affaires et ne pas être expulsable. Donc, l'angoisse, c'est que tout le temps, enfin moi je me souviens qu'elle avait indiqué un certain nombre d'injonctions. Vous devez, alors c'était un autre rapport aux Français, vous devez absolument intégrer un stage avant telle date, sinon c'est foutu pour vous, etc. Et donc là c'était vraiment, c'est la dimension administrative qui n'est pas moins injonctive et difficile à comprendre en plus pour beaucoup. Donc ce qu'elle montrait dans son mémoire qui était vraiment très intéressant, c'est comment elle, en tant qu'enseignante, justement,
elle jouait, enfin, elle était dans une injonction contradictoire permanente entre le discours des mots d'ordre, Deleuze, hein, elle aimait bien Deleuze, elle citait beaucoup de Deleuze et Guattari, et c'était vraiment sa position parce qu'elle était obligée de s'analyser aussi. Et les gamins ou les jeunes plus ou moins âgés qui, eux, jouaient avec ça et la question du pouvoir et de l'autorité qui était sans cesse mise en jeu. Bon, elle avait un rapport particulier parce qu'elle s'intéressait aux pratiques langagières des gamins et donc elle a fait des choses en ouchi avec eux. Enfin bon, elle était dans un... Mais elle montre comment, en fait, ces classes-là, elles sont souvent au fin fond des écoles ou des collèges, enfin des écoles, oui, enfin des collèges et des lycées. Elles sont vraiment... les enseignants sont peu surveillés parce que en gros, on s'en fiche de savoir si dans ces classes ça va bien se passer ou pas, et que, de fait, c'est extrêmement compliqué. Donc, pour le rapport au langage, là, aux langues, à la langue, on retrouve la même, ce qu'on évoquait un peu tout à l'heure, c'est-à-dire que cette injonction, alors là maintenant c'est sur le mode, tu viens de le dire, de l'inclusion, c'est le nouveau terme, enfin le nouveau terme, ça fait longtemps qu'il est là, mais qui est supposé être le sésame, la langue française est supposée être le sésame pour être en situation d'inclusion. Mais on voit bien que tous ces termes, que ce soit inclusion ou d'autres, on a eu beaucoup de termes au cours des années, sont toujours vides de sens, c'est-à-dire on ne sait jamais ce qu'on met derrière. Vous avez des centaines de personnes qui sont en France, ou des milliers, j'en sais rien, qui parlent d'autres langues, mais qui ne parlent pas du tout le français, mais qui économiquement font tourner la machine, hein, et qui sont dans certains coins. Mais alors, est-ce qu'on va dire qu'ils sont intégrés, inclus, etc. On dit rien parce que en fait, oui, ils sont tout à fait bien intégrés, bien inclus parce ils font des affaires ou ils font des tas de choses. Et par contre, les gamins, parce qu'ils viennent encore une fois de ces régions dont on vient de parler et que de fait ils sont en supposément illégale, etc. Enfin bon, je ne refais pas toute l'histoire. Eux, on va supposer que seul le français pourrait les intégrer. Ce qui est à nouveau une manière de mettre une valeur, de considérer que le français a une valeur qui serait celle d'inclure. Là aussi, c'est un grand fantasme, parce que c'est tout le temps la même histoire, de faire porter aux Français des tas de valeurs. C'est des qualités. J'avais écrit un premier bouquin que c'était une langue sans qualité, mais c'était exactement ça. C'est-à-dire, on n'arrête pas d'ajouter des qualités supposément à ce français. Il y a un très bon livre d'Henri Méchoni qui s'appelle De la langue française, où il passe en revue comme ça tous les éléments, la pureté, la précision, enfin tous ces éléments qui, au cours des siècles, ont fait que le français devait porter des qualités. Bon, là, c'est l'inclusion maintenant avec les MNA. Mais évidemment, vu les situations dans lesquelles tu viens de le décrire, ils sont, ils ont. Moi, je me souviens, j'ai un ami, Massamaka diabétique, qui disait: Ah, mais moi, ma tête, elle est trop petite. Ça peut pas rentrer, ma tête, elle est trop petite. Et j'y mets beaucoup parce qu'il évoquait un truc aussi qui était lié à la discrimination, racisme, etc., permanent, qui fait qu'à un moment donné, comment voulez-vous apprendre la langue de ceux qui passent leur temps à vous détester Donc, évidemment, c'est pas très motivant. Et psychiquement, même, ça marche pas. Parce que pour apprendre une langue, il n'y a qu'un truc, hein, on le sait, c'est du désir. Il faut du désir. S'il y a du désir, ça marche. N'importe quelle langue. Vous allez dans n'importe quel endroit. Si vous avez envie de parler, si vous comprenez rien, vous allez parler. Si vraiment il y a ça. Et là, par contre, il y a du pouvoir, mais il n'y a pas de désir. Moi, je travaille beaucoup avec pouvoir-désir parce que pouvoir, là, oui, il y a de la domination, il y a du rejet permanent. Enfin, ils sont traités de manière abominable. Par contre, on voudrait qu'ils aient du désir pour le français. Alors bon, c'est vrai que c'est un peu bizarre. Je vais revenir un peu sur ce que tu disais au début, où tu faisais une opposition entre la langue telle qu'elle peut être parlée, telle qu'elle existe, et la norme. Et en fait, moi, la question que je me pose quand tu dis tout ça, c'est est-ce qu'en fait, on ne les met pas face à une situation impossible? C'est-à-dire qu'en fait, la langue par laquelle on voudrait qu'ils s'intègrent, c'est pas un français usuel qui serait compris ou qui serait, comment dire, qui est vraiment qualifiable comme étant du français, mais plus quelque chose qui relève vraiment de la norme. Et je vais prendre mon exemple personnel. J'ai grandi et je suis né il y a 300 km d'ici.
dans un territoire où le français, c'est du français plutôt régional, hein, sans pouvoir le qualifier exactement. Et moi, quand je suis arrivé en ville, ça m'a paru comme étant quelque chose d'extrêmement difficile de bien m'intégrer. Alors, je n'imagine même pas lorsqu'on vient d'Afrique et qu'on a dû traverser l'Afrique, comme tu le disais, et qu'on a grandi aussi peut-être dans un français qui n'est de toute façon pas le français de Paris. Et pas le français de la bourgeoisie, d'ailleurs, pour le dire aussi d'ailleurs tout à fait autrement. Alors, est-ce qu'on les met pas face à une situation impossible? Si, oui, oui, on les met devant. Je sais pas ouais, je dis juste un mot, après je te passe. Non, on les met devant une situation impossible, mais comme beaucoup de. Enfin, c'est bien que tu prennes ton cas, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont dans cette situation, qui viennent ou de Martinique, ou de La Réunion, ou d'autres endroits, ou d'autres régions de France, qui n'ont pas forcément eu cet accès. Enfin, en tout cas, pendant longtemps, ça a été le cas, cet accès à la norme. Et surtout à l'écriture. Parce que beaucoup des gamins qui arrivent, ça c'est très clair, sont des gamins qui viennent de villages. Au Mali, par exemple, ben, dans les villages, les enfants quittent très vite l'école. Et même s'ils restent un peu à l'école, c'est des résultats très compliqués. Enfin, bon, je ne vais pas rentrer dans l'histoire de l'école au Mali, mais c'est malheureusement un échec assez important. Mais les gamins, quand ils arrivent là, ils ont très peu de rapport à l'écriture déjà. Donc, c'est la question de l'écriture, parce que la norme, elle passe déjà par l'écriture. Déjà, c'est ça. Ensuite, c'est l'ensemble de ces prescriptions, effectivement, de ce français dit littéraire, normé, on peut le trouver standard, enfin, on peut trouver toutes sortes de termes, mais qui renvoient à quelque chose qui, même tous les étudiants étrangers qui viennent tous les ans en France disent « Ah ben non, mais nous, on n'a pas appris du tout ça. C'est le français qui est parlé, c'est pas celui qu'on nous a appris. » Donc, eux, c'est l'inverse. Hein. Mais c'est évident que le français, d'ailleurs beaucoup de jeunes maintenant, ils disent, de jeunes enfants ou plus âgés, j'ai un peu dire maintenant, en fait, ça fait bizarre, j'ai l'impression de dire. Mais ce sont des jeunes qui pensaient parler français. Tout à fait. Et qui effectivement pouvaient le parler dans les rues de Bamako ou ailleurs. Mais simplement, là, c'est bien tout le problème de cette question du français normé comme marqueur de discrimination sociale, parce que c'est ça, bon, c'est du Bourdieu, hein, ça c'est vieux, mais c'est quand même évident que ça marche pour tout le monde, mais alors pour eux, c'est encore pire. Disons que c'est presque... c'est une... Ouais, bon, je te laisse continuer. Oui, non, j'ai pas pu m'empêcher de faire la comparaison avec Émilie Paris. Émilie, elle parle pas français. Et c'est pas un problème pour elle. Elle s'intègre parfaitement à Paris, c'est même c'est cool quoi. Par contre, c'est pas la même chose pour un jeune qui arrive du Mali, qui parle pas français, ou qui parle d'ailleurs un français qui n'est pas le français de Paris, mais lui c'est moins cool. Lui non, on va pas l'accepter, ça fait tâche. On va faire en sorte qu'il reparte, ou en tout cas qu'il ne soit pas visible, qu'il ne soit pas entendu. Et ça, évidemment, ça montre le racisme qui de toute façon structure ce rapport à ces jeunes-là. De la même manière, un Allemand n'a pas besoin de parler français pour arriver à Paris et s'installer. Parce que c'est l'Union européenne et que voilà. Donc c'est pas automatique en fait. Ce qui paraît évident pour des jeunes qui viennent du Mali, du Niger, de Côte d'Ivoire, ne l'est plus subitement pour quelqu'un qui vient d'Union européenne ou qui a la bonne couleur de peau, qui vient du monde occidental. Là, oui, sa place est tout à fait légitime dans cette ville. Et il y a donc une hypocrisie hein, et un problème fondamental dans ce rapport particulier aux Français. Parce que finalement, pour ces jeunes-là, le français, enfin, on va dire la pratique de ce français donc académique est absolument nécessaire, est une condition, ça devient une langue d'intégration. S'ils veulent s'intégrer, s'ils veulent avoir des papiers, s'ils veulent comprendre ce que leur raconte l'administration ou ce que leur dit le juge, ah ben, il faut parler le français académique. Et sinon, ah ben, dehors. C'est un peu ça. Et donc là, il y a un vrai problème, même dans la conception même du français, qui apparaît non pas comme une langue véhiculaire, mais comme une langue verrou dans ce rapport avec ces jeunes qui viennent pourtant d'un monde qui a été de pays qui ont été colonisés, et donc qui parlent, pour la plupart d'entre eux, un français qui n'est pas forcément le nôtre,
mais on comprend l'essentiel. Enfin, moi, quand je discute avec eux, pour la plupart, on se comprend tout à fait. Et moi, je ne parle pas le bambara, je parle pas. Donc, je me dis bien qu'ils doivent parler une langue qui, d'une manière ou d'une autre, se rapporte à ce qu'on pourrait appeler une forme de français. Voilà. Si les langues africaines sont des dialectes, comme tu disais, et du coup des langues qui n'en sont pas vraiment, mais qu'en même temps ils ne parlent pas vraiment français, qui ne seront jamais assez dignes de le parler, quelle langue ils parlent? C'est... La question qui tue. Alors, du point de vue des discours, puisque ta question renvoie à des discours, c'est justement tout l'enjeu. C'est-à-dire que les Africains, ils savent pas parler, quoi, en gros. C'est ça le discours. Hein. Quel que soit, donc, soit ils parlent. Alors maintenant, j'exagère parce que heureusement, il y a eu un tas de travaux qui ont montré combien les langues du Mali, par exemple, étaient des langues qui ont été standardisées sur le modèle des langues européennes. Elles ont été dotées d'alphabet, d'écriture, etc., au moment des indépendances. Et ensuite, elles ont été par les différents, en tout cas pour le Mali, par le gouvernement malien, le premier gouvernement après l'indépendance, comme des vraies langues, donc cette fois des langues nationales. Donc, c'est une très bonne question. Pourquoi? Parce que même si ce pas a été fait et que, de fait, les enfants vont à l'école en français, c'est une catastrophe parce que la plupart ne le parlent pas avant et que du coup, ils ont d'énormes difficultés. Ils parlent bien évidemment plusieurs langues, comme je l'évoquais tout à l'heure au Mali, et de manière très souple et très labile. Après, la question de la nationalisation des langues, et aujourd'hui des langues qui sont devenues officielles, c'est qu'on est passé de l'imposition du français à une autre dimension que moi j'aime bien, dont j'aime parler, mais c'est un peu plus compliqué, c'est à l'imposition de l'idée de langue comme objet homogène et comme quelque chose qui serait détaché de soi et qui ne serait plus une pratique, mais qui est un objet. Et c'est tout l'enjeu de ce qui se passe avec le français. Le français, quand il y a eu plein d'enquêtes où on montrait quel était le rapport que les gens, alors, je sais pas, en Belgique par exemple, j'avais une collègue qui travaillait beaucoup là, c'est comment les gens se représentaient le français, et c'était toujours dans une espèce d'idéal, c'est-à-dire d'une norme qui est impossible, inaccessible, qu'on n'atteindra jamais. Et plus on faisait d'études, plus les jeunes faisaient des études, et plus ils étaient conscients de cette norme inaccessible, etc. Donc, cette manière de présenter les langues comme des objets et non pas comme des pratiques, des praxis au sens vraiment marxiste du terme. Les praxis, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on s'en fiche en fait de la notion de langue si on va jusqu'au bout. Mais bon, il faut être d'accord qu'avant, tout ce qu'on a dit faisait en sorte que dans ce cas-là, même le français. C'est-à-dire que puisque ça a été construit, qu'est-ce qui nous importe quand là on se parle, quand on est ensemble? C'est quoi? On regarde les visages, on regarde les mimiques, on regarde les gestes, on regarde plein de choses quand on parle. Moi, je vois des gens qui me font comme ça, j'adore parce que moi, je m'accroche, etc. Pourquoi? Ça construit un discours, ça construit mon discours. Je le dis tout le temps quand on fait des cours, etc. C'est-à-dire que le rapport du regard, le rapport des gestes, etc., construit le discours. C'est-à-dire que c'est pas seulement quelque chose qui est en plus de la langue. C'est au contraire ce qui est d'abord là. Et après, en fait, il faut commencer donc par ça. Et après, il y a quelques personnes qui ont construit une langue à laquelle on est obligé de se soumettre. Mais ça, c'est venu après. Et le b.a.-ba, le départ, c'est quoi? C'est les pratiques entre nous. Et les pratiques, elles passent par les habits, par les cheveux, par les lunettes, par tout le reste. Et le langage, pour moi, c'est ça. Et c'est pour ça qu'au Mali, pour revenir au Mali, c'est vraiment une question, un rapport, justement, comme il n'y a pas une norme pour les langues africaines, et que les gens ils s'en foutent, et qu'il n'y a pas de normes prescriptives, il y a des normes, il y a d'autres types de normes, hein. Ça ne veut pas dire qu'il y a des normes parce qu'on dit, là, lui, il vient de tel endroit, il parle de telle manière, on va considérer que le bambara de ses goûts, c'est le vrai bambara, etc. Mais c'est des notions qui vont n'être jamais liées à une prescription qui vient d'un pouvoir, jamais. Donc le rapport est beaucoup plus flexible. Les gens, évidemment, ils peuvent philosopher en bambara tout en mélangeant avec du peul, tout en mélangeant avec du songhai, etc. C'est pas un souci. Mais ça, c'est vrai que c'est difficile à entendre pour nous quand on a été élevé
dans cette mythologie de une langue, une nation, et on doit absolument la respecter, sinon on est des vauriens, parce qu'on n'est pas intelligent si on ne respecte pas la langue. Vous voyez bien, vous vous rappelez, oui, encore aujourd'hui, moi je vois plein de gamines avec des héros aux dictées, et puis qui pleurent, et puis la dictée, qu'est-ce que c'est que cette histoire de la dictée? Enfin, toute l'école, elle est construite autour de cette norme. Même le temps passé à apprendre le français, la norme du français, est énorme, énorme. Donc, au Mali, il n'y a pas, certes, il y a des problèmes à l'école et il faut repenser, les gens sont en train de s'en occuper au Mali. Mais n'empêche qu'au moins, cette labilité, cette flexibilité, ces praxis, elles sont hyper importantes. Et du coup, c'est ça que les Maliens et d'autres ailleurs, hein, mais moi je travaille maintenant en Bulgarie avec des Roms et on retrouve aussi ces questions-là. C'est-à-dire à partir du moment où vous n'avez pas eu de normes qui vient vous imposer une manière de parler parce que ça va vous positionner socialement et du coup vous allez être reconnu socialement parce que vous parlez, c'est autre chose qui va compter. C'est pas seulement c'est pas le langage. Ben, à partir de ce moment-là, il y a autre chose qui se passe. Et il y a toute la vie du langage, en fait, qui est merveilleuse, hein, parce que c'est quand même important, mais ce n'est plus la langue. Donc c'est vrai que moi, j'inverse les deux, quoi. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose peut-être concernant l'intégration de ces ménages? Qu'est-ce qu'ils deviennent aussi, tout simplement, après ce statut-là? Oui, non, sur la question de l'intégration de manière plus globale, je pense que il y a un élément à rajouter sur le fait que parfois, c'est même pas suffisant de bien parler le français. C'est parfois suspect de bien parler aussi la langue de ses parents, par exemple. Parce que ça peut être dangereux. J'ai lu il y a 2-3 jours un truc qui était assez... J'avais pas vu les choses comme ça, mais ça expliquait bien l'enjeu du truc. C'est-à-dire, je ne sais plus si c'est en 2006 ou 2007, c'était sous Sarkozy, une énième loi voilà, d'intégration, d'immigration, qui disait que, en fait, les enfants qui ne parlent pas la langue du pays d'origine, finalement, c'est pas top de les renvoyer chez eux, donc il faut les garder en France. Il y a cette idée un peu, c'est absurde, parce qu'en réalité, c'est bien de parler la langue de ses parents, et c'est même mieux. Il y a même des études qui montrent que les enfants qui maîtrisent à la fois le français et la langue de leurs parents, c'est mieux pour tout, en fait. Hein. Ils se débrouillent mieux à l'école, il y a un tas de choses qu'ils comprennent mieux, ils apprennent, et même parfois ils parlent mieux encore le français parce qu'ils parlent la langue de leurs parents. Alors parfois, effectivement, quand c'est l'arabe, évidemment, dès que c'est l'apprentissage de l'arabe, on se dit, oulala, s'ils apprennent l'arabe, après ils vont oublier de se raser le matin, ou bien, enfin voilà, il peut se passer des trucs absolument horribles en termes de radicalisation, parce que, malheur, ils parlent la langue du pays d'origine de leurs parents. Donc il y a aussi cet enjeu-là, qui est très fort, qui est que non seulement il faut parler français à l'école, mais en plus il faut le parler à la maison, et interdiction même avec ses parents finalement de parler la langue du pays. Donc il y a une violence en fait identitaire, symbolique. Le français doit être le seul dans la pièce. Hein. On partage ça avec personne parce que c'est la République une et indivisible. Et s'il parle une autre langue, c'est un péril contre la République, la France. Enfin voilà, tout ça, imaginez l'horreur. Enfin voilà, parce que vous avez le malheur de... Voilà, bon, on a promis, on ne parle pas d'Aya Nakamura, mais elle, voilà, ça a fait du bruit aussi parce que il y a ce péril. Elle ne chante pas le français tel qu'il faudrait le chanter. Elle le mélange à d'autres langues, elle le triture, et donc là, il y a quelque chose qui est périlleux pour l'identité française, et donc il faut mettre au pas les gens, et ça revient sur le rapport particulier à la langue, qui est une langue aussi, telle qu'elle est conçue, d'embrigadement, de mise au pas, et non pas une langue... En fait, l'intérêt principal d'une langue, pour moi, c'est de pouvoir communiquer, c'est de pouvoir se comprendre. De se dire là, voilà, je parle, vous m'écoutez, vous me comprenez, vous pouvez m'interpeller, voilà, c'est ça. Et si on arrive à faire ça, chapeau. Enfin, pourquoi nous emmerder avec des conceptions racistes, réactionnaires de ce que doit être le français ou n'importe quelle langue d'ailleurs.
Je vais prolonger un peu ce que tu disais, parce que ça me fait penser à... C'est un discours de De Villepin, je crois, qui avait parlé de ça, ou qui expliquait en gros que il n'y avait pas de place dans un cerveau pour plusieurs langues, que du coup il fallait, voilà, il fallait en privilégier une seule. Ça visait évidemment les personnes issues de l'immigration, alors que dans le même temps, on avait quand même l'envie de tous nous imposer l'anglais à l'école en première langue, en LV1, et là, bizarrement, il y avait de la place qui se libérait. Donc ça nous renvoie effectivement à cette hiérarchie de... Il y a une hiérarchie des langues qui est une hiérarchie qui est assez complexe en fait, hein, mais effectivement, ça, tu en parles bien dans ton livre, en tout cas, de même une fois, c'est un peu sur ce terrain d'ailleurs que je voulais t'emmener, hein, même une fois qu'on est en France, en fait, sa langue, on finit par la perdre parce que le poids est tellement fort qu'il nous écrase et tout nous incite à l'abandonner, comme ça s'est évidemment passé aussi pour les langues régionales et où ça continue d'ailleurs de se passer. Juste un petit mot, parce que je crois que tu veux donner la parole à Sal. Ouais. Non, c'est juste, il y a eu un moment, un rapport, je sais pas, je le donnais souvent à mes étudiants, Benisti, le rapport Benisti, je sais pas s'il y en a qui l'ont eu. C'était quand même un rapport, de tout bord d'ailleurs, hein, qui montrait comment, dans les banlieues, parce que c'était évidemment dans les banlieues, les enfants qui ont des problèmes, alors il y avait une espèce de courbe comme ça, plus ils parlaient le français, plus ils... Enfin, moins ils parlaient bien le français selon leurs critères, plus ils devenaient délinquants. Et donc il y avait un lien entre délinquants, et il y avait carrément une courbe comme ça où ils commençaient, alors ils commençaient à cracher un peu, après ils commençaient à donner des coups à ses copains, genre à 2 ans, hein, et après à la fin ils devenaient dealers, quoi. Et ça c'était lié à la place des langues des parents chez eux. Et du coup, qu'est-ce qu'ils préconisaient? Heureusement, ça a fait un tollé et ça a été arrêté, mais ils préconisaient que les assistantes sociales aillent dans les maisons vérifier que les gens parlaient bien le français et pas d'autres langues. C'est pour vous dire quand même à quel point ces idéologies, enfin ce rapport, on l'a, quoi. C'est un gros rapport. C'était vieux, c'est 2005, je crois, mais quand même, hein, c'était impressionnant. Bon, je te laisse. On va prendre des questions, des interventions du public. On en a une première ici. Est-ce qu'il y a un micro? Je donne mon micro, non? Oui. Ouais, merci beaucoup déjà pour cette présentation. Une petite question et un petit commentaire. Alors moi du coup je connais pas très bien le sujet des mineurs non accompagnés, enfin je connais même pas du tout en fait. Et du coup, donc merci, vous avez bien expliqué en fait comment la langue pouvait être un instrument de domination et comment il y avait des dimensions de domination, mais il me semble que le titre de la conférence c'est comment c'est un outil de domination. Et pour revenir un peu sur ce côté un peu instrumental, moi, j'ai des questions un peu concrètes. Je crois qu'on a un peu laissé tomber il y avait des projets de tests de langue, etc. Je crois que ces délires-là, pour les permis de résidence, pour les nationalités, je crois que ça a été quand même abandonné, mais peut-être que je me trompe. Enfin voilà, je sais pas où ça en est là-dessus. Et même au-delà de ça, qu'est-ce qu'on a comme suivi de ces mineurs non accompagnés? C'est-à-dire que en termes, sans forcément faire des tests de langue, s'ils se retrouvent face à on parlait de comprendre les juges, etc. Et donc du coup, la question, c'est est-ce qu'on leur donne les ressources pour comprendre, autrement dit, des traductions si c'est nécessaire. Voilà, qu'est-ce qui se passe de ce point de vue-là? Et sinon, c'est juste un petit détail, parce qu'en vous écoutant parler, ça m'y a fait penser. Ça m'arrive encore parfois de regarder la télé, de tomber sur des reportages, des choses comme ça, et je suis quand même toujours choqué la façon dont ils ont parfois de sous-titrer des personnes qui parlent français, et souvent il y a quand même une bonne corrélation avec, bon, ça peut être des accents régionaux, mais c'est quand même souvent des accents africains, etc. Et donc c'est quand même assez, moi je trouve ça assez choquant, et je voulais quand même le relever. Merci. Alors, au sujet des mineurs accompagnés, je dois signaler qu'il y a actuellement une exposition dans le 18e arrondissement. À l'écomusée, c'est 21 rue Cavé, jusqu'à la fin du mois de mars. Elle a été inaugurée hier, et c'est jusqu'à la fin du mois de mars. Et c'est donc, dans cette exposition, il y a des textes écrits par les mineurs en question, qui travaillent avec des collectifs qui les soutiennent, comme le collectif de Belleville, si je me souviens bien. Il y a des photos sur ce qu'ils ont vécu, enduré, souffert, etc. Je crois que c'est une exposition qu'il faut aller voir. Hier, c'était le premier soir, il y avait énormément de monde. Et il y a des affiches qui disent un petit peu ce qu'ils ressentent. Donc je vais en citer quelques-unes. Ça donne une idée par rapport à la question de la langue, justement. Hein. Alors il y en a une
qui dit la chose suivante: logement, école, santé, justice pour tous les mineurs. Une autre qui dit un toit, l'école pour tous, aucun mineur à la rue, respect de la présomption de minorité. Et on voit bien que le rapport à la langue qui a été traité ici, je pense que les mineurs, ils considèrent en l'occurrence que c'est utile, en fait, comme ça a été dit d'ailleurs dans les introductions, de maîtriser la langue du pays dans lequel ils se trouvent. Hein, voilà. Donc, soit qu'ils la parlent un peu avant ou pas du tout, mais il y a ce rapport à l'école et à la langue qui quelque part, quand on est dans un pays qu'on va essayer de s'intégrer, comme ça fait partie des revendications qui sont affichées dans l'exposition, il y a un rôle d'utilité de la langue. Hein, voilà. Et puis sur un tout autre sujet, si on veut parler de la langue, en fait, il y a plusieurs niveaux. Hein. Il y a la langue administrative, la langue médicale, la langue de la justice. Tout ça, c'est du français, et parfois incompréhensible, d'ailleurs, pour beaucoup. Hein. Et donc, je pense que ça aussi, ça fait partie du débat. Pardon. Est-ce que je peux juste compléter? Il faut donner l'adresse, parce que tu as oublié. 21 rue Cavé. Oui, c'est 21 rue Cavé. L'écomusée, ça s'appelle. L'écomusée à 21 rue Cavé, et c'est vraiment, vous allez rencontrer des jeunes, vous allez voir les œuvres, ils sont là, ils sont ravis de vous parler avec des gens qu'ils ne connaissent pas. C'est aujourd'hui, je crois, Ça a commencé hier et c'est jusqu'au 31. Bonjour, merci beaucoup. Je pense que vous avez cité à un moment le lien entre le prestige qui est fait de certaines langues et la capacité d'abstraction. Et je me suis simplement demandé s'il y avait des liens scientifiquement établis entre l'apprentissage de l'abstraction chez un enfant, typiquement à l'école, et l'usage de sa langue maternelle, en fait, à l'école, tout simplement. Il y avait d'autres questions. Bonjour, merci beaucoup pour votre présentation. C'était vraiment intéressant, surtout du point de vue. Moi, j'ai grandi au Québec. Mes parents sont aussi immigrants et là-bas, la question de la langue, c'est aussi absolument. C'est n'importe quoi un peu. Et puis voilà, on parle beaucoup du déclin de la langue française et on blâme justement les migrants de ne pas le parler, de ne pas s'intégrer. Et justement, j'étais très touchée quand vous aviez dit qu'en fait. Peu importe à quel point on parle bien la langue, même si on la maîtrise parfaitement et qu'on a tous les codes, en fait, on dirait que l'intégration, elle est un peu impossible. À partir du moment où on se fait typer comme un étranger, un corps étranger dans une société majoritairement blanche. Et je me demandais si vous aviez des expériences, même anecdotiques, sur en fait comment composer avec ce constat un peu que, en tout cas, mon point de vue personnel, c'est un peu, on dirait que l'intégration, elle est impossible. Même si on est même né dans le pays, même si on parle parfaitement la langue, et à partir de là, où est-ce qu'on peut aller si même la langue peut même pas nous donner une place dans la société dans laquelle on vit. Est-ce que, en fait, c'est une question ouverte, c'est quelle piste on peut jeter pour accepter ça et essayer quand même, en sachant que pour la plupart d'entre nous, on veut rester dans ce pays-là, juste de continuer, quoi. Je peux commencer, je vais commencer par ta question. Pour le coup, le français, comme toute langue, est traversé de rapports de force et n'échappe pas évidemment à un rapport de force qui est aujourd'hui très fort dans la société, c'est qu'il y a des rapports de domination qui sont racistes et qui font que pour une partie de la population, on ne parlera jamais assez bien français. Ça veut dire qu'il y en a qui n'ont pas le droit de faire des fautes de français, il y en a qui ont le droit. C'est-à-dire qu'évidemment, si Jacques Blond aux yeux bleus, non, je ne sais pas, j'ai rien contre Jacques Blond aux yeux bleus, fait des fautes de français, à aucun moment,
je sais pas, moi, Zemmour va remettre en cause, mais ça peut être, parfois c'est pas Zemmour, c'est le voisin qui dit, ah ben voilà, il fait des fautes de français, c'est pas grave, on s'est compris, voilà. Mais par contre, si c'est Mohamed qui a le malheur de faire des fautes de français, là, évidemment, on va le renvoyer au fait qu'il n'est pas assez français, pas assez intégré, donc voilà. Donc ça, malheureusement, c'est pas, la question, c'est pas le rapport à la langue en tant que telle, hein, c'est le problème de la société, et enfin, je sais pas il y a nulle part où aller en soi, mais c'est un rapport de force. C'est-à-dire, on n'y échappe pas. Il y a, dans tout pays, il y a des problèmes justement relatifs au racisme. Malheureusement, on est dans une période où ça a plus tendance à monter qu'à descendre, et qu'il y a des luttes antiracistes, il y a des mouvements antiracistes, il y a des gens qui se mobilisent. Et il n'y a pas de raccourci par rapport à ça, malheureusement. C'est-à-dire, à part que, effectivement, il faut dire les choses. Voilà. Il faut qu'à un moment donné, on renvoie à la tronche de celles et ceux qui nous font la leçon, parce que c'est ça parfois. On leur renvoie à la tronche voilà, la réalité de leur discours, c'est-à-dire c'est des discours racistes, et faut les envoyer paître. Comme Césaire envoyait paître dans les années 30 à Paris celles et ceux qu'il traitait de petits nègres. Il répondait, le nègre, il t'emmerde. Voilà, je pense que c'est aussi par ça. C'est renvoyer à la tronche de celles et ceux qui nous font la leçon sur la qualité de notre français. J'en profite pour répondre sur la question du français, rapport à l'intégration. Alors, il y a deux choses. Il y a le français, langue d'intégration, c'est-à-dire que pour être naturalisé français, il faut une maîtrise de la langue, en tout cas parfois meilleure que Jacques le blond aux yeux bleus. Donc ça, c'est un premier truc. Mais pour avoir des papiers, c'est-à-dire même d'1 an, il faut effectivement, il y a des conditions. Il y a un contrat républicain d'intégration, et le français est une langue, c'est justement une condition d'intégration. C'est-à-dire qu'il y a moi, j'ai eu l'occasion de travailler dans une association. Je ne faisais pas des cours de français, mais il y avait des gens qui donnaient des cours de français à des réfugiés. Et il y a des examens. Et si ces réfugiés ne réussissent pas à ces examens, eh bien, ils ne pourront pas être régularisés. Donc, le français reste justement une condition centrale pour avoir des papiers. Et on peut avoir un métier, on peut par exemple être un très bon boulanger, on peut avoir un logement, on peut être marié même à quelqu'un qui est français, mais si on échoue à l'examen, ben, on n'a pas de papier. Voilà, donc ça reste, ça ne change pas de ce point de vue. Il y a un durcissement, et dans à peu près tous les pays européens. Oui, non, c'est bon, c'est gentil. Non, c'est pour prolonger juste 2 minutes. Sur les questions des tests, etc., ça varie tout le temps. Donc, c'est vrai moi-même, je ne suis plus à jour, donc je ne peux pas vous répondre exactement. Mais c'est vrai qu'il y a des traductions de temps en temps, hein, parce qu'il y a aussi les mineurs non accompagnés qui viennent d'autres pays. Hein. Donc, il y a quand même des traductions, il y a des choses qui sont faites. Mais enfin, ça reste souvent sommaire. Ça dépend des lieux. C'est très variable, quoi. Il n'y a pas de... Bon, et pour le peu que je connaisse de ça, c'est vrai qu'il y aurait beaucoup à dire sur les traductions, parce que là aussi, l'assignation d'un jeune à un pays, ou on va considérer que s'il parle le dioula, par exemple, au Mali, souvent, nous, on nous appelle pour nous dire, enfin, nous, quelques collègues qui connaissons le Mali, est-ce que c'est normal qu'il parle le dioula alors qu'il est malien? Comme si une personne devait être assignée, en plus, il y a toute cette question d'une langue et des langues qui sont soi-disant parlées dans ce pays-là. Le dioula, c'est parlé en Côte d'Ivoire, et en fait, c'est très proche aussi du bambara, mais enfin, peu importe. Mais si la personne dit dioula, ça ne va pas rentrer dans les cases du Mali.
Donc, il va être, de toute façon, ils sont tout le temps suspectés. C'est ça enfin, c'est la criminalisation permanente. Hein, on n'a pas encore dit, mais c'est en permanence la suspicion de mentir sur aussi. On n'a pas parlé de la manière dont ils vont être mesurés, enfin, dont on va essayer de donner leur âge, les tests osseux, etc. Bon, enfin, donc c'est sans cesse. Oui, c'est. Alors après, bon, voilà, je peux pas vous en dire tellement plus sur le reste, mais je voulais aussi vous répondre parce que ce que vous pointez est très important. C'est-à-dire que c'est une fiction, cette idée de l'intégration par la langue. Vous l'avez compris. C'est une fiction. C'est un prétexte pour faire croire à des personnes qu'elles pourront être intégrées, soi-disant, à la société. Alors qu'en fait, en permanence, c'est l'inverse. Et oui, et c'est un moyen de contrôle, bien sûr, aussi. Et de fait, c'est en permanence, enfin, pour les enfants adoptés, par exemple. Moi, mon frère a adopté. Sans cesse, on va lui parler en anglais parce qu'il vient de l'Inde et que du coup, on va lui dire boot ticket, you ticket. Voilà, sans cesse, on va lui parler comme ça. Donc c'est quelque chose, on voit bien, qui de toute façon est un leurre. Donc cette idée de l'inclusion par la langue, c'est juste un moyen de faire croire, ou vous disiez en français, à des personnes que ça va être une porte de sortie. Ça ne l'est pas du tout. C'est la preuve, parce que, comme le disait justement Laurent, c'est sans cesse, en fait, d'autres raisons qui sont derrière, c'est qu'on ne veut pas des personnes et que, on est quand même dans un pays raciste, en grande majorité. Heureusement que tout le monde ne l'est pas, mais c'est quand même un fondement qu'on peut, enfin, c'est sans cesse, et qui a produit tout ce que, enfin, qui produit, enfin, la somme. À chaque fois, on dit on n'en parle pas, mais on n'arrête pas de parler d'Aya Nakamura. Mais la somme des textes qui ont été écrits sur elle pour la diffamer. D'ailleurs, tu as fait une vidéo là-dessus qui est très bien. Et qui est ancienne d'ailleurs, parce que c'était à la première époque. Hein. Mais là, il faudrait continuer. C'était avant cette polémique-là, il y en avait eu d'autres avant. Mais donc, en fait, c'est affolant. Enfin, c'était quoi? Elles sont parlées africano-racaille, je sais pas quoi. Enfin, c'est des termes. C'est d'une violence inouïe. Hein. Et donc, bon, faut pas se leurrer, quoi. Alors, quoi faire? Parce que votre question, c'est qu'est-ce qu'on fait? Et c'est ça qu'il faut, là, maintenant. Moi, je vois que depuis quelques années, il y a plein de jeunes qui refusent ça. Donc, comme disait Laurent, ça peut être déjà dire merde, mais ça peut être aussi de construire des choses. Et c'est du collectif. Il n'y a pas d'autre chose. Moi, je vois le collectif des étudiantes là, faire de la sociolinguistique, par exemple. Je prêche pour ma paroisse, mais aller travailler sur ces questions-là, faire des enquêtes, aller voir les gens, ou faire en sorte que la parole des MNA, comme monsieur vient d'évoquer, soit prise en compte. Déjà, soit là, cette exposition, c'est un bon moyen justement d'entendre, d'écouter. Parce que la question, c'est l'écoute. C'est pas la parole, c'est pas qui parle. La question, c'est qui écoute qui entend. Parce que c'est ça aussi le langage, c'est l'écoute. Il y a un très très beau texte d'une chercheure qui s'appelle, ça y est, son nom m'échappe, mais elle a un concept qui est the listening subject. C'est une Miyako Inu. Elle est d'origine japonaise, mais elle est aux États-Unis. Elle a écrit sur la façon dont les femmes japonaises, à une certaine époque, ont été vraiment discriminées sur une manière de parler. Enfin bon, et elle a inventé un concept qui est the listening subject, le sujet écoutant, quoi. Et toute la question, c'est ça, c'est qui écoute aussi. Et ça, c'est peut-être c'est des choses à travailler, vous, les jeunes qui êtes dans des dispositifs différents, dans des situations différentes, c'est de faire en sorte que ça bouge de ce côté-là. Et ça bouge, là. Les étudiantes, là, elles font des choses et ça bouge, quoi. Et ça va bouger. Ça ne peut pas rester comme ça. C'est pas possible. Bon, voilà, pardon. Je voulais juste rajouter un truc sur la question du rapport aux Français. Parmi les tâches et les activités des collectifs de solidarité avec les réfugiés, avec les MNA, c'est la traduction. C'est traduire, c'est rendre accessibles des documents administratifs, des procédures qui ne sont pas accessibles et qui sont volontairement opaques, évidemment. Donc c'est un enjeu, effectivement. Et c'est un enjeu et l'administration ne fait pas
ce qu'elle devrait faire, c'est-à-dire faire en sorte que les règles, les procédures soient connues, explicitées auprès de ces jeunes. Et donc c'est un enjeu et c'est un rapport de force. Et donc ce sont des dynamiques collectives qui permettent justement de lever ou d'aider à lever ces obstacles, entre guillemets. Donc je reviens effectivement sur ce que tu disais. Le collectif, évidemment. Ce n'est pas uniquement les rapports individuels. Répondre, c'est bien, mais répondre collectivement. Il y a des mouvements antiracistes qui se reconstruisent. Il y a des luttes antiracistes. Il y a les batailles, même si on n'a pas gagné, mais les luttes contre la loi immigration. Il y a des collectifs qui se structurent. Il y a des manifestations régulièrement. Et il y a les sans-papiers qui, en tant que tels, s'organisent. Il y a les MNA qui, en tant que tels, sont structurés. Donc c'est, à mon sens, je ne vois pas d'autre solution que ça, c'est-à-dire le collectif face justement à un système qui veut nous diviser, nous individualiser. On n'a pas le choix, en fait. Je vais prendre ma casquette de vulgarisateur et de personne qui a étudié la linguistique aussi pour répondre peut-être à la question du prestige et de l'abstraction, qui est un sujet... Ouais, moi c'est un sujet sur lequel j'ai travaillé pas mal, donc si vous voulez, moi je m'en charge. C'est effectivement quelque chose dont tu parles aussi, et moi sur lequel j'ai beaucoup travaillé. Alors moi pas sur les questions de l'Afrique, mais tout simplement sur les questions des langues régionales ou sur la question du parler populaire, hein, tout simplement. Souvent, l'angle, quand même, en France, il est pris sous l'angle du lexique, c'est-à-dire qu'avoir beaucoup de mots, c'est être très intelligent, parler une langue très riche et donc avoir une pensée très subtile. Moi, je peux vous citer tout un tas de personnes qui ont beaucoup de lexique, qui utilisent des mots très compliqués et très vieux, dans les médias dominants, hein, qui n'ont pas, selon moi, une pensée très complexe, hein, ou en tout cas, ils pourraient réfléchir un peu plus au sujet dont ils parlent. Des noms, je pense que vous pourrez les trouver vous-même. Je ne vais pas me mettre dans la sauce tout seul. C'est souvent un angle qui est pris, et d'ailleurs le Figaro, par exemple, je peux le citer parce que j'en parle tout le temps sur YouTube, le Figaro relaie par exemple régulièrement des idées comme quoi aussi le français serait en déclin, parce qu'une partie de la population, je vous laisserai deviner laquelle, ne vivrait qu'avec 600 mots ou 800 mots de lexique. Là, j'ai vu donc ça vient d'Alain Bentolila, qui est un ancien linguiste, je ne sais pas s'il l'est encore, en tout cas il a 74 ans, je pense qu'il est plus très actif en termes de recherche, mais il est actif dans le monde éditorial et dans les médias de droite, qui est une fraude intellectuelle et qui est tenant effectivement d'un discours qui va dans ce sens, ou qui nous explique vraiment que 20% de la population française, encore une fois on devinera laquelle, vit avec 600 à 800 mots, et ces gens-là deviennent potentiellement violents, comme tu disais tout à l'heure. Alors 600 mots c'est rien, franchement, la liste Swadesh qu'on utilise pour pouvoir faire le lexique de base, vraiment très 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 de base, c'est déjà 217. Vous rajoutez vraiment une partie des verbes usuels, des pronoms, n'importe quoi. Vous mettez 10 arbres, 10 fleurs, 10 oiseaux, et là vous arrivez vraiment très vite à cela, quoi. Il y a cet angle-là qui est très contestable, puisqu'après il faudrait venir à définir ce que c'est qu'un mot. C'est quoi un mot dans une langue isolante, dans une langue flexionnelle, dans une langue agglutinante? C'est ce qui nous a poussé d'ailleurs à considérer que les Inuits avaient 1000 mots pour neige, hein. C'est parce qu'on comptait pas tout à fait les mots comme le compte, voilà. De par leur fonctionnement même linguistique, en fait, on peut en déduire qu'en fait un mot égale une phrase, et donc s'ils ont 1000 phrases dans lesquelles il y a mot neige, c'est qu'ils ont bien 1000 mots pour neige. Ce qui est effectivement des raccourcis qui posent la question aussi de notre eurocentrisme et de notre rapport par rapport à ça. Et donc moi, que je sache, et là je passe sous le contrôle de gens qui travaillent peut-être dans la recherche, il n'y a rien qui n'a pu jamais être démontré, un principe selon lequel il pourrait être général, hein, qui est qu'une langue permet d'avoir une pensée plus complexe qu'une autre, ou une capacité d'abstraction plus grande ou quoi. Je crois qu'il n'y a pas grand-chose de démontrable de ce côté-là. Ce qui nous force à avoir effectivement des stratégies totalement anti-scientifiques, hein, pseudo-scientifiques, pour arriver à ce genre de conclusion. Et que si quelqu'un vous affirme ça en vous disant si c'est la science, ben peut-être la pauvre science, hein, vraiment, dans cette histoire. Je voulais aussi revenir sur un truc que tu as dit sur Jacques blond aux yeux bleus. Quand il fait des fautes, c'est des bonnes fautes. Et j'ajouterais s'il est bourgeois. Et s'il est bourgeois, effectivement, il fait des bonnes fautes. Et les bonnes fautes, c'est ce qu'on pourrait appeler l'hypercorrection. Effectivement, il y a dans une classe sociale en France une partie de gens qui ont tellement peur de mal maîtriser la norme, ils la connaissent tellement bien qu'ils l'appliquent là où ils ne devraient pas l'appliquer. Et donc ils se retrouvent à faire des fautes, ils se retrouvent à être en dehors de la norme. Et donc il fait ce qu'on appelle des hypercorrections.
Et c'est là, on voit aussi qu'il y a un très gros problème d'insécurité linguistique en France, c'est-à-dire que les gens ne se sentent même plus propriétaires de la langue qu'ils parlent. Ils ont tout le temps besoin d'un référent, d'une autorité et d'un contrôle, en fait. D'un contrôle, ce qui pose quand même effectivement la question de comment est-ce qu'on se réapproprie aussi la langue française, comment on pousse aussi les frontières de son acceptation. Tu parlais, je crois, c'est toi qui parlais tout à l'heure des sous-titres. Oui, des sous-titres. Moi, effectivement, il y a un document, il y a un striptease, souvenez-vous, cette émission télé qui a été tournée en Haute-Marne, et c'était sous-titré. Alors je me suis posé la question si les gens avaient vraiment des difficultés à comprendre ceux qui sont nés dans le sud de la Haute-Marne. Potentiellement, en réalité, j'ai déjà été confronté à des gens qui disaient ne pas me comprendre. Et là, je pense qu'il y a aussi un problème de tolérance, en fait, tout simplement. Il y a des gens qui sont tellement nés et qui ont tellement grandi dans une norme qui sont incapables de voir, enfin, vraiment, vraiment une virgule qui pourrait en sortir, c'est déjà trop. Ils ne comprennent plus rien. Et pour revenir à avant, si c'est ça la pensée complexe et la grande capacité d'abstraction, il y a quand même quelque chose de contradictoire dans tout ça, quoi. Voilà, c'était mon monologue de la soirée. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou d'autres interventions? Merci. Je voulais bon, vous en avez reparlé du coup, mais par rapport au processus administratif pour le droit au séjour et sur la langue, vous avez dit que la langue française, ça donnait une valeur d'intégration à la langue française, le fait qu'on utilise la langue française comme condition d'intégration, comme condition de comme condition du droit au séjour. Mais au-delà de ça, c'est surtout une objectification de la langue française, et c'est au moment où la langue française est objectifiée, ou au moment où la langue est objectifiée, qu'elle devient une arme de rejet et un outil de rejet, à mon sens, et qu'au-delà, on n'a pas vraiment besoin de se dire que c'est... je trouve que c'est... parler de... je suis très nul pour m'exprimer, désolé. Parler de donner une valeur à une langue, c'est pas vraiment le... C'est intéressant, mais quand on parle d'outils de rejet pour l'utilisation... d'utiliser une langue comme outil de rejet, je pense que c'est l'objectification de cette langue qui la transforme en outil de rejet. Et je voulais aussi rajouter un truc sur ce que Monté a dit. C'est les bonnes fautes des bourgeois, c'est quand même plus les néologismes des écoles de commerce et des trucs comme ça que... des trucs, voilà. Bonsoir, merci beaucoup. Un ou deux points. Premièrement, et je le fais aussi, donc je m'inclus dans la critique, ne faut-il pas par ailleurs arrêter avec la terminologie MNA, en fait? C'est juste, et je pense qu'on est au fond d'accord, et c'est une commodité de langage, et ne pas reprendre les catégories administratives, c'est déjà une démarche politique. Je pense qu'on est d'accord. En même temps, je le fais aussi, donc il n'y a pas de problème. Cela étant dit, moi, ce que je voulais rebondir, c'était, et dans son dernière intervention, Monté a un peu commencé à évoquer, c'est le côté classe/exploitation là-dedans. Parce que ce qui est... C'est pas qu'on veut pas de cette population en France, c'est qu'on la veut sans droit. Ce qui n'est pas tout à fait pareil. On veut qu'elle soit là. On veut qu'elle soit là pour des tâches subalternes et en dehors du cadre du code du travail, du droit social commun. Et l'exemple de ça, pour moi, c'est tous les polémiques toutes les propositions de la clause Molière, qui porte très mal son nom, qui est une clause raciste, qui n'est évidemment pas applicable. Enfin, personne qui connaît un minimum, par exemple le secteur de la construction, sait que ce n'est pas applicable. Sa fonction serait, si elle était appliquée, de réduire, de mettre encore plus en clandestinité et de mettre encore plus sans droit une partie des travailleurs. Et donc voilà. Et je vois par opposition à mon cas, moi j'ai émigré à l'âge de 7 ans, je ne parlais pas français.
Et j'ai appris le français voilà, à la maison. C'est pas ma langue natale, mais c'est là où le critère de classe intervient. C'est que je suis... c'est pas une immigration prolétarienne, quoi. Voilà. Et donc, j'ai appris le français parce que j'ai fait exactement ce dont rêvait le rapport Benesti en question, c'est-à-dire que mes parents m'obligeaient à parler français à la maison et à ne pas parler ma langue natale. C'est bien que je l'ai oublié en grande partie. Donc ça a marché. Mais pour le coup, l'objectif qui était fixé n'était pas inatteignable pour moi. Mais il n'était pas inatteignable de par ma position de classe. Parce que le fait de maîtriser un ensemble et puis une situation économique faisait que, en fait, c'était bon. Il n'y avait pas de problème d'intégration, mais de par ma position. Et du coup, pour moi, c'est le contrepoint de la clause Molière. La clause Molière est quelque chose qui est inatteignable, inapplicable, mais qui a une autre fonction d'exploitation. Et dernière remarque, c'est que les populations immigrées, y compris donc moi pour le coup, moi je suis l'immigration turque, mais en fait toutes les populations immigrées, en fait on parle notre langue mélangée, hybridée avec le français. Ce que nous on fait, c'est une langue agglutinante, c'est que tous les immigrés de Turquie qui parlent un peu le turc, ils conjuguent les mots français à la turque. Et on fait tout ça. Et du coup, ça fait une langue, et on se compte. Mais c'est entre les deux, c'est une langue hybride. Je pense que toutes les immigrations font ça. Et c'est ce qui, par ailleurs, fait un pont entre... voilà, c'est ce qui fait un pont. Et il y a, en fait, il y a la langue natale, la langue hybride qu'on parle en mélangeant les deux, et le français tel que pratiqué. Il y avait une dernière question. Moi, c'est... On pourra continuer la discussion de façon informelle. Ah, ok, d'accord. Sinon, pour moi, c'était plutôt une intervention, donc c'est pas le moment. Ok. Voilà, vraiment, je ne veux pas parler de la question des mineurs en France ou des immigrés, je ne connais pas beaucoup, mais la question du rapport du français, de la langue en général comme domination politique, c'est vraiment ce qui m'intéresse beaucoup dans les travaux de professeur Cécile, que je suis depuis le Mali. C'est que moi, je vais vous parler de mon expérience parce que je suis en réalité frappé de flamme fouillé par cette question. Moi, je suis Touareg noir. Peut-être que ça va étonner certains, parce que, surtout dans la littérature, on nous a dit que les Touaregs sont des hommes bleus, donc on serait étonné de voir quand même un noir qui prétend être Touareg. Et quand je suis au Mali, le problème c'est que c'est à la fois le Touareg, à la fois le Bambara, qui sont considérés comme des langues qu'on ne peut pas, à travers lesquelles on ne peut pas enseigner la science. Et donc mon combat, c'est de convaincre souvent des collègues que le français qu'on voit n'est pas tombé du ciel. Ça, voilà, ça a suivi une histoire pour qu'on puisse enseigner. Et que ce français l'a subi, c'est-à-dire ce qu'on reproche au Bambara ou au Touareg actuellement, le français était dans le même contexte, comme on appelle, avant qu'elle ne soit ainsi par le latin et le grec, ainsi de suite. Et alors, j'arrive en France, et il y a un autre fouillet qui me frappe, c'est que j'apprends, à travers, cette fois-ci, à travers la documentation sur les Touaregs, que les Touaregs noirs ne savent pas parler Touareg. Et ceux qui le disent, ce sont des Français. Je ne sais pas comment ils ont su. Et ça ne date pas d'aujourd'hui. Le premier dictionnaire écrit qu'on a, du Touareg, date du début du 19e siècle, c'est fait par le père de Foucault. Et dès son introduction, il spécifie que ce dictionnaire ne renferme que des expressions des nobles et non des noirs. Parce que, oui, vous savez, la société Touareg était une société très hiérarchisée comme la société française. Et la hiérarchie, ce n'est pas seulement une question de noirs et de blancs, mais c'est une hiérarchie, comme on peut dire, de ducs, de comtes, de vicomtes, ainsi de suite, quoi. Et que lui, il a tout fait pour que les mots de son dictionnaire puissent provenir des nobles.
parce que c'est eux qui parlent le vrai Touareg. Donc, je vois qu'il a calqué le même rapport du français avec la paysannerie sur le Touareg, alors que, excusez-moi, mais c'est carrément faux. C'est pas possible. Parce que si dans la société occidentale à l'époque, il y avait des lettrés, du coup instruits en rapport avec le latin, et qu'il y avait des paysans non instruits, dans la société touareg, ce n'est pas le cas. Et comment vous pouvez comprendre que des gens qui vivent ensemble, qu'ils soient noirs, qu'ils soient même traités comme esclaves, et qu'ils ne puissent pas parler la langue de leur maître? Aujourd'hui, on ne peut pas imaginer qu'un Américain noir puisse mal parler anglais parce qu'il est noir. Je peux comprendre qu'on dise que parce qu'il n'a pas suivi certaines instructions qui sont peut-être plus accessibles aux Blancs. Mais dans la société touareg, ce n'est pas du tout le cas. Et certains vont jusqu'à les dire, et ça c'est même des anthropologues modernes, pour essayer de montrer que même la culture touareg est moins appréhendée par ceux qui sont noirs. Donc voilà un peu mon intervention. Merci. Vous avez quelques réponses à fournir. On doit libérer dans 8 minutes, il faut que tout soit plié. Donc je pense que, voilà, même avant, si vous avez peut-être 2 minutes chacun pour pouvoir réagir à ce qui a été dit, ce qui a été... Juste sur une chose, effectivement, il y avait une erreur dans la consigne. MNA, c'est mieux de dire mineur, isolé, étranger. Et MNA, c'est effectivement le discours imposé par l'administration et c'est pas forcément celui qui est porté par les militants, militantes qui sont solidaires avec les jeunes en question. Je m'arrête là, après on pourra continuer la discussion de manière informelle et je laisserai les autres. Juste un petit dernier mot. Oui, je suis d'accord. D'ailleurs, ça a été le cas d'une réflexion longue entre réfugiés, migrants, et du coup, c'est le mot exilé qui est venu prendre un petit peu la place parmi les chercheurs. Donc, c'est vrai que, oui, on répondait à votre question, vous êtes revenu. C'était juste, on était complètement d'accord avec vous sur tous ces. Non, mais la question de la classe, c'est vrai que, évidemment, elle est tout le temps là. Enfin, dans l'intersectionnalité, on en est vraiment. Enfin, vous avez bien fait de le rappeler parce qu'on est parti sur d'autres questions, mais c'est sans cesse en arrière-fond. Voilà, non, mais il faut qu'on laisse là. Merci beaucoup à Hossein. Moi, je suis ravie de retrouver le lieu-dit, donc je le dis publiquement. Merci beaucoup à Monter, parce que c'est quand même grâce à lui. Voilà. J'espère que ça vous aura plu et je vous souhaite quand même malgré tout une bonne soirée. Et à une prochaine, on espère.